à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle. Au sommaire de notre dimanche, les dessous d'un kidnapping ultra violent. Ça s'est passé en début de semaine. Un homme enlevé en plein jour dans le Val d'Oise. Il a été retrouvé quelques heures plus tard. C'est kidnapping avec demande de rançon. On pensait des méthodes à l'ancienne, révolues. Eh bien pas du tout. Vous allez voir que ça revient à la mode, mais organisé par des voyous d'un genre assez différent. On va vous expliquer tout cela dans un instant. Au sommaire également ce dimanche, une affaire exceptionnelle, une enquête hors norme pour un criminel en série hors norme. On va vous raconter l'histoire du violeur d'Antibes. Cet homme a violé au moins 16 femmes dans 6 villes différentes entre 1994 et 2006. Il pénétrait de nuit dans les chambres, dans les appartements de ces femmes. Cet homme a laissé son ADN à 13 reprises, mais il n'a jamais été identifié. Pour la première fois, l'une de ses victimes accepte de parler à visage découvert pour faire avancer l'enquête. Un témoignage inédit dans un instant sur le plateau d'Histoire criminelle. Et puis ce dimanche, nous allons aussi revenir sur la condamnation cette semaine à 30 ans de prison de Maëlys Daubon. Cette femme de 53 ans a été condamnée au grand soulagement de son ancien mari pour le meurtre de sa fille aînée empoisonnée par médicaments. Qui sont ces femmes infanticides, ces mères tueuses de leurs propres enfants? Récit d'audience et décryptage dans la deuxième partie de l'émission. Histoire criminelle, soyez les bienvenus, chapitre 14. Tout de suite, le fait de la semaine. Le fait de la semaine nous ramène donc en ce début de semaine où un homme a été enlevé en plein jour dans le Val d'Oise. On va vous raconter les dessous de ce kidnapping. On va même se demander si aujourd'hui on peut organiser un kidnapping aussi rapidement qu'on commande une pizza. Vous allez voir. Question surprenante, mais on va tout vous expliquer grâce à nos deux invités. Guillaume Fard, consultant police-justice TF1 LCI, et Guillaume Chiez. Bonjour, c'est la team Guillaume, journaliste police-justice TF1 LCI. Merci à vous deux d'être là. D'abord, revenons au fait de ce début de semaine, Guillaume Chiez. Il va falloir que je vous appelle Guillaume Chiez, Guillaume Fard, pour ne pas me tromper. Guillaume Chiez, qu'est-ce qui se passe? Comment cet enlèvement est organisé, se déroule? Alors on est à Aubonne, c'est une ville du Val d'Oise qui est une ville plutôt calme. Il y a cet homme qui sort de chez lui, c'est un homme de 53 ans. Il sort de chez lui et à ce moment-là, une voiture surgit, 4 hommes masqués sortent de la voiture, le font rentrer dans leur véhicule. Et là, ils vont se mettre à le torturer, à le filmer, à envoyer des vidéos, notamment à son fils qui habite à Dubaï, son fils qui a 19 ans, en réclamant 300 000 euros. Le fils ne répond pas. Et finalement, quelques heures plus tard, cet homme sera relâché. Qu'est-ce qu'on sait de cet homme? En gros, si on l'a enlevé, c'était pour avoir de l'argent de son fils. C'était une extorsion de fonds ancienne, classique? Exactement. À la base, les ravisseurs demandaient de l'argent à son fils via ces vidéos-là, en le mettant en scène finalement, en mettant en scène les violences qu'il exerçait sur lui, et des violences qui étaient très visibles, puisque quand il relâche, donc il est à 25 km de son domicile, en lisière d'une forêt, et il est très fortement blessé. C'est un automobiliste qui le découvre nu sur le bas de la route. L'homme doit être hospitalisé. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais il est hospitalisé et il faut attendre quelques temps avant que les enquêteurs puissent s'entretenir avec lui. L'histoire est quand même folle. Elle est extrêmement violente. Comment, Guillaume, on peut expliquer une telle violence? En fait, il y a deux hypothèses. Soit il y a un sujet de cryptoactifs, mais c'est pas les premières informations qui nous remontent. Il y a peut-être aussi un sujet par rapport à son fils qui est à Dubaï et qui était lié probablement aux agresseurs de son père. Par rapport au fait qu'il est présenté comme un petit génie de l'informatique, spécialisé aussi dans tout ce qui est recyclage, traitement des données qui ont été hackées, notamment sur le Darknet. Certaines de ces données ont de la valeur aussi, donc peut-être qu'il était en lien avec cette bande de malfaiteurs qui était prêt absolument à tout pour le retrouver, comme il est parti à l'étranger probablement, et c'est une hypothèse, qu'ils s'en sont pris à son père avec une extrême violence. Il y a peut-être des comptes à régler entre eux. On n'est peut-être pas sur le schéma classique qu'on a vu depuis le début de l'année, on va en reparler sans doute, des enlèvements contre rançon sur fond de cryptoactifs. Sur cette affaire-là, on en est où de l'enquête ? Alors là, c'est l'Office central de lutte contre le crime organisé qui est en charge de l'enquête. Et effectivement, il s'intéresse fortement à l'entourage de ce fils qui est un petit génie de l'informatique, est décrit comme tel, qui sait très bien gérer les crypto-monnaies et comme toute monnaie finalement, elle attire des organisations criminelles. Est-ce que le fils a pu frayer avec des personnes peu fréquentables? Est-ce qu'il avait des dettes envers eux? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent. Pour le moment, il n'y a pas eu d'interpellation. Donc on en est vraiment à ce stade-là de l'enquête où il faut entendre le maximum de personnes
pour essayer de définir quelle est la situation exacte, parce que effectivement, on n'est pas dans le cadre des enlèvements classiques qu'on a pu connaître jusque-là. Alors, c'est intéressant de comprendre les méthodes et de décortiquer cette méthode, parce que ça fait un moment, plusieurs mois, qu'on parle d'affaires similaires, d'enlèvements. Alors, les dessous peuvent être différents, vous venez de nous l'expliquer, mais la méthode est la même. D'abord, cette méthode-là, Guillaume, elle nous rappelle plutôt des vieilles méthodes de bandits d'il y a bien longtemps, d'enlever quelqu'un et de faire chanter pour récupérer de l'argent. Oui, ça se voyait surtout dans les années 1970. Et il y a notamment 2 affaires qui ont fortement marqué l'opinion. La première, c'est en 1975. C'est le fils Mérieux, le petit garçon de la famille Mérieux, qui sont dans les laboratoires, sont des laboratoires pharmaceutiques à Lyon. C'est une famille de millionnaires. Et le petit garçon de la famille est enlevé sur le chemin de l'école. Et on demandera plusieurs millions de francs à l'époque à la famille pour le récupérer. Ça avait beaucoup marqué l'opinion. Et puis en 1978, là, c'est l'enlèvement du célèbre baron Empain qui est capturé. On le mutilera, on lui coupera un doigt. Ses ravisseurs ont fait cela et en demandant et en exigeant une forte rançon. En plus, l'affaire a duré plusieurs semaines, le temps qu'il soit enfin retrouvé. Donc ces affaires-là, elles sont vieilles de près d'un demi-siècle. C'est très attaché aux années 70. Pourquoi ça s'est arrêté ? Pour une raison toute simple, c'était difficile d'organiser la remise physique de la rançon. Parce que la rançon, c'était des billets à l'époque. Donc il fallait des valises de billets. Et pour les enquêteurs, c'était relativement facile. Il suffisait de suivre la personne à qui on remettait la rançon, on interpellait, on lui mettait la pression, on arrivait à faire tomber tout le réseau. Donc en fait, le grand banditisme, c'est détourner des affaires d'enlèvement contre rançon. Pourquoi ça revient ? Les cryptoactifs. On n'est plus sur une remise de rançon physique. On fait tout à distance, c'est de la monnaie virtuelle. Tout à distance, virtuellement. Il y a cette idée, qui est un peu une idée fausse au demeurant, que les cryptoactifs seraient plus difficiles à tracer. Et donc, les personnes vont exercer une pression sur ceux qui détiennent des cryptoactifs ou leur entourage pour essayer d'avoir des rançons avec des volumes financiers très importants, parce que ce sont des actifs beaucoup plus liquides. Si je vous capture, Philippe, et que je vous exige plusieurs millions d'euros, il faudrait vendre tout votre patrimoine. Encore, je suis pas certain qu'on... Je rappelle à Guillaume pour qu'il paye pour moi. Maintenant, en cryptoactif, ça peut prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus fongible comme actif, et donc c'est ce qui explique que depuis janvier, ça explose. C'est ça, c'est intéressant, parce que là, on comprend bien pourquoi ça avait disparu, pourquoi ça revient, et quand on dit que ça revient, il y a un vrai phénomène, Guillaume. C'est vrai que les affaires se sont enchaînées. C'est étonnant de parler du baron Empain et finalement se dire que 50 ans plus tard, le fondateur de Ledger, donc en plus qui est une société qui est censée protéger les cryptoactifs, s'est fait lui aussi mutiler un doigt. On s'en rappelle, c'était en début d'année, lui et sa compagne qui se font enlever. On a depuis un an là 3 enlèvements consommés et des tentatives d'enlèvement aussi. Il y a aussi un enlèvement à Paris du fils d'un homme très actif dans les crypto-monnaies. Et là aussi, à chaque fois, ce sont souvent parce qu'on retrouve en fait aussi les auteurs de ces enlèvements, ce sont des jeunes qui ont un rôle à chaque fois très déterminé, un qui fait guetteur, l'autre qui fait tortionnaire, logeur. Enfin, tous ces rôles-là sont très définis, ce sont des équipes qui sont constituées par un homme à distance. Et cet homme à distance, on en a trouvé au moins un, celui qui est soupçonné d'avoir commandité l'enlèvement Ledger, mais pas que, puisque les enquêteurs sont en train de voir si d'autres faits peuvent lui être reprochés. C'est un homme qui est franco-marocain, qui est en ce moment incarcéré à Tanger, au Maroc. Et lui est soupçonné d'avoir commandité et organisé toute la mécanique autour de ces enlèvements-là. C'est assez incroyable. On s'amusait, je vous posais la question, est-ce qu'on commande aussi vite aujourd'hui un kidnapping qu'une pizza ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'on parle beaucoup d'ubérisation, donc en gros de facilitation de ces actes criminels par les réseaux sociaux. Et c'est ce qui se passe. Expliquez-nous pourquoi je parle de pizza. Ça se passe essentiellement sur Snapchat. C'est une sorte de bourse du travail. Il y a des jobbers, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à faire le job, comme on dit. Et donc, les donneurs d'ordre vont aller sur Snapchat, vont dire qu'ils ont plusieurs milliers d'euros pour des actions élémentaires, c'est-à-dire des personnes qui vont participer à l'enlèvement, des personnes qui vont trouver la planque, des personnes qui vont les approvisionner pour les repas. Et donc, moyennant parfois quelques milliers d'euros, pas beaucoup plus, vous avez quelqu'un qui va monter dans un Uber, va avoir une enveloppe, va prendre une partie de la somme, on va lui dire où est-ce qu'il doit se rendre. Des gens qui ne se connaissaient pas avant, qui vont frayer ensemble pour séquestrer une personne, c'est ultra violent. Et l'affaire des pizzas, en fait, elle est tout à fait véridique. C'est que lors de l'un de ces enlèvements que décrivait Guillaume à l'instant, les ravisseurs avaient faim et donc ont voulu se faire livrer des pizzas. Évidemment, ils n'ont pas fait appel à une chaîne bien connue qui vous livre à domicile. Et donc, ils ont passé une petite annonce sur Snapchat et il y a une jeune femme qui a répondu. Pour 1500 €, elle est allée livrer des pizzas. Évidemment, elle s'est pas étonnée du fait que c'était une somme. Ça fait une belle pizza, 1500 €. Un petit peu élevée pour aller simplement livrer une pizza. Et donc, ça dit quelque chose, si vous voulez, de toute cette chaîne ubérisée. C'est-à-dire que
pour quelques milliers d'euros, vous trouvez des gens qui sont prêts à faire des tas de choses, et y compris, le cas échéant, encourir une peine de réclusion criminelle, parce que l'enlèvement en bande organisée avec blessures physiques irréversibles comme la mutilation ou acte de barbarie, c'est plusieurs dizaines d'années de réclusion criminelle, la perpétuité dans certains cas, et vous partez aux assises pour seulement 1 500 ou 5 000 ou 6 000 euros, rarement plus. Et donc, on a cette criminalité-là, très violente, qui est prête à tout pour faire du cash le plus vite possible, au besoin, en mutilant des personnes. Absolument incroyable. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On continuera évidemment à suivre les enquêtes en cours grâce au travail du service police-justice de TF1 LCI. Merci au Guillaume. Et à dimanche prochain. Guillaume, nous, on va se plonger au cœur de l'enquête. Et l'on se plonge ce dimanche dans une enquête peu connue, insuffisamment connue au regard du nombre de victimes, au regard également du mystère qui plane autour d'un homme dont on n'a qu'une silhouette. Regardez plutôt, cet homme, on en a une description. Il n'est qu'une silhouette définie par des victimes. Un homme d'1m75, les cheveux ras, de type européen. Il porte des lunettes, il présente une cicatrice sur le côté gauche du cuir chevelu. Il aurait aujourd'hui une 50aine d'années. Voilà ce que l'on sait de cet homme. On connaît son ADN et pourtant, il est en liberté après avoir violé au moins 16 femmes. Aujourd'hui, c'est cette enquête qui doit avancer. Pour qu'elle avance, une femme a choisi de parler, a accepté de raconter son histoire pour faire bouger les choses. Sylvaine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir le courage de parler. Vous allez nous raconter votre histoire. Vous allez aussi nous dire pourquoi c'est important aujourd'hui pour vous de parler, puisque vous êtes l'une des victimes de celui qu'on surnomme donc le violeur d'Antibes. À vos côtés, maître Marine Alali, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes l'avocate de Sylvaine. Vous représentez 5 femmes qui ont été victimes de cet homme. Vous travaillez pour le cabinet Seban, avocat spécialisé dans les cold cases. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Jean Arca est aussi avec nous. Bonjour Jean, vous êtes journaliste au Progrès, journaliste à Marianne. Vous êtes celui qui a fait sortir cette affaire, celui qui a permis de rendre lisible cette affaire au grand public. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez aussi œuvré à la mise en relation des différentes victimes. Vous connaissez cette affaire parfaitement. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évidemment vous écouter dans un instant. Sylvaine, je voudrais juste mettre, avant qu'on rentre dans tous les détails, je sais que c'est un dossier qui vous est cher, qui vous tient à cœur. Pourquoi c'est un dossier aussi attachant pour vous et pourquoi c'est un dossier, je le disais, hors norme ? Alors, c'est un dossier hors norme au vu du nombre de victimes, parce qu'on a quand même 16 victimes où on est sûr que c'est le même auteur avec l'ADN de manière récurrente sans qu'on arrive à l'identifier, alors qu'elles l'ont vu, en tout cas partiellement pour certaines. Et aussi, évidemment, c'est l'histoire de toutes ces femmes. J'ai l'honneur d'en représenter 5, dont Sylvaine aujourd'hui. Et quand on voit l'état de leur vie actuellement, les conséquences sur leur vie, c'est extrêmement impressionnant et ça donne nécessairement envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est pas possible de se dire qu'on ne peut pas trouver cet homme. Cette histoire est folle parce que vous allez comprendre, et on va en parler longuement, qu'on a énormément d'infos sur cet individu, mais qu'on n'a pas réussi à l'identifier et que donc il est aujourd'hui dans la nature, peut-être avec une vie tout à fait normale, et que ces victimes, elles, ont évidemment pris à perpétuité. Sylvaine, vous êtes maquilleuse de mode. On est en 2003, vous avez une vie parfaitement heureuse, vous vivez à Antibes, vous faites des déplacements réguliers à Paris pour votre travail. Le 9 juillet 2003, vous êtes à Paris pour un défilé Givenchy. Le lendemain, vous allez faire un shooting photo pour le Figaro. Et puis le week-end, vous allez rentrer chez vous à Antibes, bien normalement. On est le vendredi 11 juillet 2003. Ce soir-là, vous êtes chez vous, votre soirée se déroule, vous allez aller vous coucher. Comment ça se passe ? Il fait chaud, on est en pleine période de canicule. Oui, je suis sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, pardon. Pas de souci. Effectivement, donc c'est la nuit du 11 ou 12 juillet. Comme d'habitude, je vais me coucher. Donc jusque-là, rien d'autre. Jusqu'à ce que je sente une masse plutôt impressionnante, en fait, qui me plaque au sol, dans mon lit, qui m'immobilise et surtout qui me menace d'un couteau. Et là, instinctivement, je me débats pas. Il me dit qu'il vient là pour me prendre de l'argent, pour me voler. Et rapidement, je comprends qu'il est là pour me violer. Donc, il me menace surtout d'un couteau. Et puis, il m'attache les mains dans le dos. Il me scotche les yeux et il me met un espèce de sac en tissu. Et puis rapidement je lui demande qu'il m'enlève ce sac parce que je suis en train de suffoquer et de paniquer,
Et c'est là que le scotch a commencé à se décoller sur mes yeux, vous savez, quand on est comme ça. Et donc, avec les éclairages de l'appartement, moi j'habitais à un premier étage, un T1, les petites lumières, vous savez, des appareils électroniques, je peux distinguer en fait sa silhouette et constater qu'effectivement, pendant qu'il s'adonne déjà à se déshabiller, à s'adonner à des gestes intrusifs, je constate qu'il a un toc, il repousse les lunettes, il a des lunettes de type aviateur, une lunette de vue avec une monture métallique, il a un cheveu sur la langue, et parce que j'échange avec lui, j'essaye de savoir qui il est. Vous avez à ce moment-là effectivement le courage, ou en tout cas c'est votre manière de vous protéger à ce moment-là, vous allez vous mettre à lui parler. Qu'est-ce que vous lui dites ? J'essaye de savoir d'où il vient, d'où il me connaît, d'où il m'a repéré. C'est j'ai même pas calculé, c'est un mécanisme de survie qu'on a tous en nous et qui fait qu'en fait j'ai pu me détacher de mon corps et à ne me concentrer que sur ce qui se passait là et à désamorcer la tension pour essayer qu'il me fasse le moins de mal possible, parce que là forcément vous êtes dans un état de panique et de torpeur, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous voyez suffisamment de films et de choses à la télé, voire même de l'actualité, et effectivement, j'essaye de cerner le personnage, inconsciemment, de l'amadouer, de calmer le jeu, pour essayer que ça passe, quoi. Vous dites quoi exactement ? Vous lui dites quoi ? J'essaye de savoir précisément, mais c'est pas comme ça qu'on aborde des femmes. C'est pas une manière de faire. Est-ce que ta femme, est-ce que ta mère ne t'a pas expliqué un peu ? Enfin, tu peux pas juste aborder une femme comme ça en l'attaquant chez elle. Et voilà, j'essaye de raisonner, d'essayer de le faire un peu reculer. Et la seule chose qu'il me dit, c'est de me taire. Et les quelques mots, ça fait assez longtemps maintenant, je me rappelle plus précisément, mais ce qui est sûr, c'est que je parle encore plus jusqu'à ce que il s'adonne à d'autres gestes, et ça fait vraiment partie de son mode opératoire. Donc j'en parle ouvertement. Il attaque un cunilingus et ensuite il me doite pendant pas mal de temps, parce que comme il avait des problèmes d'érection, c'est quelqu'un qui visiblement a des difficultés sexuelles à ce niveau-là. Il essaye par tout moyen. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle et la manipulation, et qui je suppose aime à jouir de la torpeur qu'il instaure. Il était rentré chez vous comment ? Par la fenêtre laissée entrouverte ? Oui, en fait, mon volet était cassé, mon volet roulant, mais ça faisait un moment, c'était pas récent. Et effectivement, 12 juillet, on était en pleine canicule, j'avais laissé ma fenêtre ouverte. Et en premier étage, j'ai pu constater qu'il avait grimpé sur une poubelle pour atteindre mon balcon. Et donc, ayant un T1, il m'a rapidement vu sur mon lit et il m'a sauté dessus. À ce moment-là, vous vous dites quoi dans votre tête quand vous êtes pendant près de 2 heures je vais mourir. Je vais mourir. C'est pour ça que des années après, je développe un stress post-traumatique. Donc, quand on approche de si près la mort, les traumatismes, bien sûr, sont présents. On est stigmatisé à vie, et c'est vrai que alors, sur le moment, on essaye à la fois de se dégager et d'amadouer le prédateur, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Mais rapidement aussi, on perd la notion du temps. Et c'était aujourd'hui vers 4h, 4h30, et il est parti à la levée du jour, quand les oiseaux commencent à chanter, vers 5h30. Et c'est là que j'ai pu vite, moi, me lever, parce que il a fini ses affaires, il s'est rhabillé. Moi, j'étais à ce moment-là sur le ventre, puisqu'il se frottait derrière moi, etc. Et là, je sentais clairement qu'il n'arrivait pas à érecter. D'un coup, il s'est levé et il est parti par la porte d'entrée. Donc, je me suis vite levée et j'ai vite suivi. Alors, j'étais encore prise de panique, j'ai pas osé l'affronter là comme ça, mais j'ai essayé de le suivre. Et c'est là que j'ai pu constater, puisque j'étais en premier étage, qu'il avait nettement une cicatrice sur la tête, puisque la chevelure étant coupée très très courte, à la prison break. Et c'est comme ça que vous avez contribué à dresser ce profil dont on parlait il y a un instant. Tous ces détails que vous venez de nous donner, ils sont importants parce que c'est un mode opératoire et c'est des éléments descriptifs pour retrouver cet individu. Donc un grand merci d'avoir ce courage, parce que c'est aussi le but de votre prise de parole, on va y revenir.
Maître Halali, vous avez donc 5 victimes de ce violeur d'Antibes. Ce qui vient d'être décrit là, c'est un mode opératoire répétitif, systématique? Oui, c'est-à-dire qu'il rentrait chez des femmes qui savaient seules, parce qu'elles étaient systématiquement seules. Même des fois, c'était exceptionnel qu'elles le soient, et ça tombait pile ce soir-là. Donc, ce qui est appelé des repérages assez intensifs. En tout cas, c'est ce qui ressort du dossier. Et soit il pouvait rentrer par les fenêtres qui étaient ouvertes quand c'était des rez-de-jardin, soit il escaladait les immeubles et il rentrait jusqu'au 2e étage. Donc quelqu'un qui est décrit quand même de manière assez athlétique dans le dossier. Et oui, et donc ce mode opératoire très particulier, il arrive avec du matériel, comme l'a expliqué Sylvaine, il attache, il essaie d'une manière ou d'une autre de bander les yeux ou de cacher le regard pour pas qu'on le voit trop. Il parle pas beaucoup, il parle très peu, et il y a les faits qu'elle vient de décrire de sexuels qui sont extrêmement particuliers et singuliers, qu'on voit pas dans beaucoup de dossiers. Les faits durent plutôt très longtemps, donc c'est des faits terrifiants. C'est une histoire d'horreur qu'elle raconte à chaque fois, d'être réveillée comme ça en pleine nuit chez soi, sans aucune défense. À plusieurs reprises, il coupe l'électricité des appartements aussi, ce qui a empêché aux victimes d'allumer la lumière et de pouvoir se défendre. Et ça, c'est complètement récurrent dans les victimes que je représente. Autre élément important, c'est le repérage. Vous le disiez, c'est-à-dire, Jean, qu'il repère ses victimes en amont. En tout cas, c'est ce qu'on imagine, puisque à chaque fois, ce sont des femmes qui sont seules chez elles, pas tout le temps célibataires, parfois elles ont des compagnons, mais en tout cas, elles n'habitent pas avec lui. Et donc, oui, comment est-ce qu'il peut savoir, surtout que ça se passe toujours dans des résidences de standing, qui sont quand même assez sécurisées, souvent avec des portails électriques. Donc oui, comment est-ce qu'il arrive à avoir un tel niveau de détail ? Aussi, il y a certaines victimes qui ont été suivies d'une résidence à l'autre, notamment Chloé, elle était à Antibes, elle a déménagé, et le violeur a fait une autre victime dans la même résidence quand elle a déménagé. Donc c'est quelqu'un qui a une capacité assez impressionnante à repérer ses victimes et à les suivre. Pour qu'on comprenne aussi son degré de perversité, vous avez, pour Marianne, raconté notamment le témoignage de Marie. Marie, le violeur l'a attendu pendant 5 heures dans un placard, racontez-nous. Oui, c'est Sylvie, qu'à l'époque j'avais appelé Marie, oui. Et donc Sylvie, elle est chez elle, elle entend un bruit et son chien se met à japper. Et donc, elle va vérifier dans son salon, c'est la nuit. À l'époque, elle est sur MSN, on est dans les années 2000. Et donc, finalement, elle retourne dans son lit. Mais quand elle retourne dans la cuisine, à un moment au cœur de la nuit, lorsque le courant est tout d'un coup coupé, là, son agresseur lui saute dessus et elle se bat avec lui dans l'obscurité et il la blessera gravement. Elle aura un nerf optique qui sera sectionné, elle perdra l'usage d'un œil. Elle en souffre toujours aujourd'hui de ces conséquences-là. Et donc, elle sait que, entre le moment où elle a entendu du bruit vers minuit et le moment où elle a été agressée, il s'est passé presque 5 heures. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment déterminé, quelqu'un qui avait une très forte odeur corporelle, qui ne serait pas lavé depuis plusieurs jours, et dont cette odeur corporelle a imprégné ses souvenirs pendant près de 20 ans à Sylvie, et aussi a imprégné donc son placard. Elle a dû jeter tous les vêtements, tout ce qui s'y trouvait. Tous ces éléments ont contribué à dresser ce profil qui s'affine aussi, on va dire, par la géographie de ces crimes. Il faut qu'on regarde où il a sévi parce qu'on a une idée assez précise, au moins civile. Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, Mougins, Aix-en-Provence, Antibes, Saint-Raphaël, Toulon. Mettre ces déplacements, ça nous dit quoi de ce violeur d'Antibes? Là, on est entre 1994 et 2006. Oui, les premiers faits sont en Ile-de-France, donc à Châtenay-Malabry. Puis au début des années 2000, il y a un déplacement vers le sud de la France et ensuite il reste dans le bassin méditerranéen et dans ces villes. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de recherches et beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que c'était à cause de sa profession? Il se déplaçait de ville en ville. Il y a eu beaucoup de recherches faites autour de ça. Aujourd'hui, on n'a pas la solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut donner des indications pour le retrouver en fonction des endroits où il se trouvait. Jean, je voudrais qu'on comprenne comment on a associé tous ces éléments. Je le disais, on a retrouvé son ADN à 13 reprises, et c'est comme ça qu'on a réussi à associer, à recouper les différents éléments et le parcours criminel de cet individu. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2005, il commet coup sur coup 2 viols à Antibes, 2 agressions très similaires. Et c'est à ce moment-là que son ADN est retrouvé sur ces 2 scènes de crime et que le profil génétique est établi. Donc à partir de là, on a le profil, mais il en est déjà à une dizaine d'agressions à ce moment-là. Mais auparavant, sur les agressions précédentes, on n'était pas allé récupérer l'ADN, on n'avait pas établi son profil. Donc c'est une fois qu'on a ces 2 agressions coup sur coup à l'été 2005 qu'on va chercher dans les dossiers précédents des agressions qui se sont passées sur la Côte d'Azur et qu'on ressort 8 ADN.
Donc là, on en est à une dizaine 8 ADM supplémentaires, 8 scènes de crimes supplémentaires. Donc là, on en est à une dizaine d'agressions. On est à l'été 2005. Et donc à ce moment-là, c'est le moment où l'enquête démarre. Et donc, il est surnommé le violeur d'Antibes, non pas par la presse, parce qu'il est passé complètement au travers des radars de la presse, mais le violeur d'Antibes par la police, parce qu'il y avait ces 2 viols coup sur coup à l'été 2005. Et donc ensuite, l'enquête, elle démarre péniblement, voilà, jusqu'en 2010, où cette fois, grâce à un rapprochement fait par le logiciel Salvac, qui avait déjà œuvré en 2005, donc c'est le logiciel qui permet de lier des crimes entre eux par le mode opératoire. Et donc à ce moment-là, on a 3 viols à Châtenay-Malabry, dont on a encore des scellés, dont on a le mode opératoire qui est très très similaire. Et donc en allant récupérer les vieux scellés qu'on avait conservés, on retrouve de l'ADN, et donc on ajoute 3 viols supplémentaires en 94, parce que la série dans le sud, elle commence à Aix-en-Provence en 2001. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a une géographie des lieux et on a une chronologie des faits. On en a fait une chronologie à partir de tous ces éléments. 94, 3 viols à Châtenay-Malabry. En 2001, des viols à Aix-en-Provence. En 2002, des viols à Antibes, à Saint-Raphaël. En 2003, des viols à Aix-en-Provence. En 2004, à Antibes, à Toulon. En 2005, à Antibes et à Saint-Raphaël. En 2006, à Antibes et à Mougins. C'est le profil d'un criminel en série, Marine Alali, j'allais dire malheureusement classique, qui nous apporte quoi? Qui, selon vous, nous donne quelle indication sur la fréquence, sur le fait de retourner dans les mêmes villes à plusieurs reprises? Ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui a agi en toute impunité pendant des années. C'est-à-dire que on l'a cherché forcément beaucoup, et il a réussi jusqu'à aujourd'hui à échapper à toutes les tentatives d'enquête. Depuis les viols à Châtenay-Malabry jusqu'au dernier dans la région d'Antibes, et c'est cette impunité totale dans laquelle il vit qui fait qu'en fait il recommence inlassablement, voire plusieurs fois dans la même résidence, sans avoir peur d'être pris. Et c'est là où ça ouvre beaucoup de questions et ça montre la dangerosité de ce profil et qui bien sûr nous exige de nous qu'on trouve la solution. Ces résidences dans lesquelles il retourne, si on prend celle de l'Amadour à Aix-en-Provence par exemple, il y est allé 2 fois, en 2001 2003, pour qu'on ait une idée. C'est des résidences qui sont grandes, c'est des résidences de standing. Ça a aussi des fois influé l'enquête, parce qu'on cherche évidemment à savoir quel est le profil de cet homme. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'un homme avec du charisme, d'un homme qui s'impose, d'un homme, on a parlé d'un militaire, est-ce que ces choses-là vous parlent ? Vous savez, alors après, on va pas forcément mettre des étiquettes sur les gens, et ce serait une grosse erreur d'ailleurs, parce que manipulateurs, calculateurs comme ce genre d'individus, ils se font dans la masse, et c'est peut-être votre voisin d'à côté, et vous n'en avez aucune idée. Peut-être qu'effectivement, parce qu'il puait, hein, ça on l'a retrouvé, on a tout ce souvenir atroce de cette odeur, mais extrême. Peut-être qu'il avait les mêmes vêtements qu'il utilisait effectivement à chaque fois qu'il allait sur une scène comme de un crime. rituel qui réutiliserait. Vous savez, aujourd'hui, on voit beaucoup effectivement de séries suffisamment inspirées de la réalité. Moi, j'aime à nommer Dexter, mais on est clairement dans la fiction qui a rejoint la réalité. Donc, dire précisément, alors effectivement, mon jardinier, il se trouvait, je croyais que c'était lui. Donc la police est allée l'arrêter puisqu'il avait le même style de lunettes, même style de coiffure. Donc peut-être qu'à l'époque c'était un peu la mode ou pas. En tous les cas, dans certains milieux socio-professionnels, en tous les cas, on aurait pu à partir de son physique à lui se faire quand même une idée, et manque de bol, la police ne m'a pas sollicité pour un portrait robot à l'époque, alors que j'avais déjà quand même donné pas mal de détails. Et donc de savoir dans quelle profession, en tous les cas, il est athlétique, il avait un pantalon un peu treillis, etc. Parce que moi je l'ai vu courir et s'éloigner. Mais encore une fois, on ne sait pas si c'est ses habits de tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que son scotch laisse à penser que il est habitué avec vous savez, les scotch orange. Oui. C'est quand même particulier aussi. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a tiré des fils comme ça. Quand je disais un militaire, Marine Alali, ça a été une des hypothèses, parce qu'athlétique, parce que capable de grimper des balcons, courant vite, une carrure, les cheveux courts. Cette piste-là, c'est une piste possible. On l'a vu avec le grêlé, qui était policier et gendarme, et qui était tueur et violeur. Oui, la piste militaire, à cause des vêtements qui étaient décrits par Sylvaine notamment, et du côté athlétique et de l'odeur, donc quelqu'un peut-être de sportif qui s'était pas lavé. Il y a eu aussi beaucoup de recherches sur tout ce qui était les gens qui travaillent dans les immeubles, vu que ça se reproduisait dans les mêmes immeubles et que l'auteur des faits avait l'air de bien connaître les lieux. Donc on a cherché évidemment les gens qui pouvaient travailler dans le bâtiment. Enfin, il y a eu beaucoup de recherches sur beaucoup de pistes différentes, mais pour l'instant aucune n'est aboutie. Donc peut-être qu'en fait ça n'a absolument rien à voir, et qui fait un métier qui
qui est complètement différent de ceux qu'on a suspectés. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas permis de déterminer qui il était. Oui, on a étudié, je me souviens d'un papier que vous aviez écrit, vous parliez du fameux scotch dont vous parliez à l'instant, vous évoquiez aussi les tableaux électriques, on s'est dit est-ce que c'est un électricien, ce scotch, est-ce que ça peut nous ramener à une profession? On a tiré ces fils-là. Le scotch, il était vendu dans un circuit professionnel assez restreint. Un scotch orange assez épais. Donc c'est vrai que la piste qui a été vraiment privilégiée à l'origine, c'est celle d'un intervenant des résidences. Donc ils ont gardé, la police a enquêté pour regarder, ils ont demandé à tous les syndics, toutes les entreprises qui avaient œuvré dans les résidences. Mais après, c'était compliqué de trouver une entreprise commune parce qu'on est sur 3 départements, 180 km. Donc cette piste-là, elle a rien donné. Ils ont quand même récupéré des listings de centaines d'intérimaires qui avaient œuvré dans ces résidences-là. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été testées ADN comparé, ça n'a rien donné non plus. Voilà, c'est vrai que on a été dans une impasse. Après, il y a aussi un élément qui est troublant, c'est que finalement, en fait, ce violeur, le violeur d'Antibes, il a arrêté sa série. Il a arrêté en 2006, en juillet 2006, à peu près au moment où l'enquête a vraiment démarré. Parce que l'enquête, elle démarre fin 2005, 2006 à peu près, quand on commence à avoir la série, toute la série de la Côte d'Azur, donc 13 personnes. Donc cette affaire n'ayant jamais été médiatisée, est-ce que lui, à un moment, a eu vent que l'étau se resserrait? Est-ce qu'il avait un lien ou des contacts dans le milieu des forces de l'ordre? Et donc il savait qu'il fallait peut-être qu'il arrête. Voilà, c'est le moment où l'ADN a vraiment commencé à être vraiment connu du grand public, quoi. On a commencé à savoir ce que c'était que l'ADN. Voilà, comment est-ce que lui a pu être au courant que l'enquête démarrait vraiment, alors que ça faisait quand même 12 ans qu'il commettait des viols. Et vous soulevez un point essentiel, maître, c'est que là, on a parlé 94-2006. 2006, on n'a pas retrouvé son ADN après sur d'autres scènes de crime, mais est-ce qu'il a eu vent de cette affaire, qu'on avait des ADN, et donc il a changé de mode opératoire, il se protège et il ne laisse plus de traces? Est-ce que son parcours criminel a commencé avant 94, d'une autre manière? Est-ce qu'il se poursuit même encore aujourd'hui? C'est le caractère impensable de cette affaire, c'est de se dire que cet homme est dehors. Oui, il a jamais été arrêté, ça c'est sûr. Donc ça ouvre beaucoup de questions. S'il y a d'autres victimes, moi j'en suis assez convaincue qu'il y en a d'autres, pour la simple et bonne raison qu'avant les années 2000-2002, on faisait pas l'ADN, vu que ça n'existait pas, la technique n'était pas développée en France. Donc en fait, s'il en a fait d'autres dans les années 90, je dis n'importe quoi, mais s'il y en a eu en 98 à Brest, on n'a peut-être jamais fait le lien. Et finalement, les victimes n'ont pas été retrouvées. C'est pour ça que le but aussi de notre présence sur le plateau aujourd'hui, c'est de peut-être trouver d'autres victimes sur des modes opératoires similaires qui n'ont pas été rapprochés à l'époque, mais qui peuvent l'être aujourd'hui. Donc c'est une première chose, parce qu'on se dit, il n'y a pas de raison que 94, 2002, il n'y en ait pas eu, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de trous comme ça où on peut penser qu'il y en a d'autres. Il peut y en avoir eu aussi d'autres dans le sud de la France, mais qui ont par exemple pas porté plainte, pas osé porter plainte. Ça arrive aussi dans ce type de fait. Donc c'est évident que plus on arrive à constituer son parcours criminel, plus on pourra se rapprocher de lui et l'identifier. Et c'est effectivement le sens du courage que vous avez aujourd'hui, c'est de dire si d'autres femmes ont été victimes, il faut qu'elles parlent, parce qu'elles peuvent apporter des éléments supplémentaires pour permettre de le trouver. C'est ça votre combat aujourd'hui. Absolument, surtout que l'expérience déjà nous prouve qu'il y a une personne qui s'est manifestée via les réseaux sociaux. Donc c'est l'une d'entre nous qui a pu capter ce commentaire sur un partage, voilà, des reportages sur Facebook, etc., qui a été fait, puisque on a commencé un peu à parler. Ça fait déjà bientôt un mois maintenant. Donc il y en a une, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc là, on a pu récupérer son témoignage. Donc c'est évident qu'il y a eu des loupés. Il n'a pas pu faire 100% de réussite dans ses tentatives. Bon, moi je sais qu'il avait bien préparé son coup, et pour preuve, il avait coupé l'électricité dans le parking de ma résidence. On l'a découvert ensuite, mais ça faisait déjà plusieurs jours qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc c'est le syndic, voilà, qui m'a tenu au courant ensuite. Quelqu'un parce que l'électricité, faut quand même connaître. Faut dire, c'est quand même un corps de métier où on met pas les mains facilement, même quand on fait du bricolage le dimanche chez soi. Donc oui, aujourd'hui, c'est important de faire passer déjà le message pour qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui osent aussi. Des fois, il y a malheureusement des femmes qui ont été violées, qui n'ont pas osé aller porter plainte. Donc déjà, c'est pour leur dire qu'elles sont pas seules et qu'il faut qu'elles y aillent. Il faut peut-être qu'elles racontent des choses, parce qu'elles seront soutenues et comprises et écoutées, ce qui n'était pas forcément évident il y a plus de 20 ans. C'était encore un sujet particulier. La réception des services de police n'était pas toujours adéquate. Et pour preuve, on a des
d'autres victimes avec qui je suis en lien, etc., qui me racontent que c'était un petit peu limite. Donc aujourd'hui, les choses ont progressé. Et puis, il faut surtout que nous, on avance aussi au niveau juridique, au niveau du dossier, parce que on est confronté à malheureusement de l'administration dont Maître Alélie pourra parler, mais voilà, on n'a pas forcément. Vous savez, on est traumatisé à vie, stigmatisé pour simplifier, mais qui est prescription sur un dossier pour nous aider financièrement parce que nos vies ont changé. Moi, j'ai arrêté ma carrière, j'ai dû prendre une autre direction professionnelle et je suis pas la seule parce que beaucoup d'entre nous, ça a été la même chose. Il a fallu déménager. Parce Bien sûr. Déjà, quand on vous vole chez vous, vous vivez super mal, mais là, c'est double peine. Et puis, vous vous retrouvez démunis, en dépression. Moi, j'ai d'énormes migraines qui me suivent. Je fais du bruxisme. Voilà, là, je suis sous antidépresseur. Ça va, ça vient. Et puis, c'est toute une vie. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pour accompagner ce projet de loi qui est notre actualité. Vous faites référence à quelque chose d'essentiel qui est l'espoir de votre dossier, c'est la généalogie génétique. On en a parlé ensemble sur ce plateau, on en a parlé avec le procureur de Nanterre et la procureure adjointe sur ce plateau. La généalogie génétique, je le rappelle d'un mot, envoyer un ADN aux États-Unis où il y a des bases de données récréatives, c'est-à-dire qu'on envoie son ADN pour sa généalogie personnelle et puis ça donne une base de données immense qui permettrait de remonter à une personne de l'entourage, de la famille de ce criminel. C'est votre combat aujourd'hui, parce que c'est l'espoir majeur dans ce dossier. Oui, notre combat aujourd'hui, d'un point de vue de l'enquête pénale, est que cette technique soit utilisée jusqu'au bout dans ce dossier et qu'on puisse savoir enfin s'il y a un proche de cette personne qui est fiché ou pas dans ces bases de données et qui pourrait permettre de l'identifier enfin grâce à son ADN. Jean, à chaque fois qu'on remonte l'histoire des viols ou des tentatives, parce que vous avez raison de rappeler qu'il y a aussi des histoires de personnes qui auraient pu être agressées, puis pour X raisons, elles ont réussi ou à le faire fuir, ou on a plein de petits cailloux dans cette affaire. Oui, on a plein de petits cailloux. Une fois, il laisse sur place un cutter de la société MAC, MA2C, qui était un cutter qui était donné uniquement en cadeau par un commercial à des artisans qu'il allait voir. Donc c'est vrai qu'on a plein de petits cailloux. Moi, j'aimerais quand même rappeler que dans les années 2000, il est décrit par ses victimes comme ayant une trentaine d'années. Donc en 94, quand il commence à Châtenay-Malabry, il doit être assez jeune, peut-être dans la vingtaine, début de vingtaine. Donc il y a quand même pas mal de possibilités qu'il soit originaire de cette commune-là ou qu'il soit originaire des Hauts-de-Seine. Les trois résidences où ont lieu les viols à Châtenay-Malabry avaient toutes la même agence, une agence qui était basée à Sceaux, l'agence foncière à l'époque. Les enquêteurs avaient cherché de ce côté-là s'il aurait pu travailler dans une agence où il avait accès, au listing des personnes, des femmes qui vivaient seules. Donc on peut quand même se dire qu'il vient certainement des Hauts-de-Seine. Ça, c'est quand même, c'est pas une certitude, mais il y a des chances qu'il avait une vingtaine d'années avant de partir dans le sud. Il y a des gens qui ont dû le fréquenter à l'époque, au lycée ou autre, ou un peu plus tard, après, en parcours d'études, et qui doivent se rappeler, d'une personnalité peut-être un peu étrange, un peu borderline, et d'une personne qui après serait partie s'installer à Antibes ou à Aix-en-Provence, en tout cas, sur la Côte d'Azur. Ça peut réveiller des témoignages, on sait à peu près quel âge il avait, on sait à peu près son parcours, où est-ce qu'il a vécu. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui doivent se rappeler, qui pourraient témoigner, et c'est important s'il y a des gens qui, comme cette affaire n'avait jamais été médiatisée auparavant, ça fait 20 ans qu'il est dans le FNA avec son ADN. 20 ans que ça tourne. Cette affaire, elle en rappelle d'autres. Le chat qui est passé par les balcons, elle rappelle même Dino Scala, qui a sévi pendant des années, et des femmes qui décrivaient une odeur de rouille, qui décrivaient un bleu d'usine. Vous avez d'autres dossiers comme ça vous en rappelle d'autres où il y a autant d'éléments sans qu'on arrive à identifier la personne? Alors celui-là, ce qui fait sa particularité, c'est quand même le nombre très très important de victimes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des séries de 3-4 viols, mais 16 sur autant d'années, avec en plus un mode opératoire quand même particulièrement violent. C'est un des seuls, et je pense que c'est un des seuls en France. C'est pour ça qu'il faut mettre tous les moyens sur ce dossier. Sylvaine, j'imagine que pour vous, c'est horrible de vous dire que cet homme, peut-être comme Dino Scala, a aujourd'hui une cinquantaine d'années, une vie de famille, des enfants, un métier, qu'il vit aujourd'hui dans l'anonymat et dans la plus pure impunité. C'est clair que moi aujourd'hui je vis ça comme une injustice, et mes collègues aussi. Je veux dire, on n'a qu'une envie, c'est de vraiment au moins mettre un nom sur un ADN ou un visage s'il est encore vivant, parce qu'après effectivement, soit il est parti à l'étranger, soit il s'est suicidé, parce qu'il y en a qui sont tellement tarés que ils finissent par mettre fin à leur vie, et puis ou alors effectivement il est clairement rangé, il a réussi à
s'intégrer, à se constituer une famille. Et j'espère bien qu'on va l'attraper, parce que je voudrais quitter cette terre en ayant pu clôturer ce dossier, même s'il est mort, mais au moins qu'on sache qu'on le trouve. Et puis encore plus me dire, il faut que vous vous rendez compte, est-ce qu'il n'a pas continué? C'est affolant, de se dire, ça m'est arrivé. En plus, j'en parlais hier avec mes amis. Il y a une chance sur je ne sais pas combien pour que ça vous arrive, et de vous dire, punaise, c'est arrivé. Et là, en plus, quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes dans ma résidence, et qu'il y a toujours ce mec là qui revient et qui guette et qui manipule et qui réfléchit, qui calcule ce qu'il va faire. Il y a vraiment des tarés, il y en a vraiment de partout. Moi, c'est surtout ça qui me reste aujourd'hui. Et me dire, mais il faut que ça cesse, et il faut que la loi nous aide, et l'administration nous aide, pour que on est à un tournant où la technologie, ça y est, elle est là. La généalogie génétique est votre espoir. Vous nous parliez de votre reconstruction difficile. Est-ce qu'avoir un nom, ça changerait beaucoup pour vous? Ah oui, c'est rester comme ça avec un X, c'est quelque part savoir qu'on rend justice. Et on a un pays qui est fort de cette valeur. Et au-delà de ce qu'on défend comme opinion, je pense que ça, c'est quelque chose qui est commun à tous. Et jusqu'à ce que ça frappe à votre porte, je pense que c'est à ce moment-là que vous vous dites, oui, c'est important qu'on fasse avancer les choses au niveau juridique et au niveau même des prescriptions, etc. Parce que les années changent, les décennies changent, et on doit se moderniser et s'adapter. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on peut plus. Nous, en tous les cas, on encourage énormément notre ministre de la Justice, qui prend une initiative extraordinaire. Qui est favorable à la généalogie génétique. Ouais. Maître, ce dossier, il est aujourd'hui au pôle Cold Case de Nanterre. On travaille dessus, il avance. Il y a un espoir concret pour vous qu'on y arrive? Oui, il y a un énorme espoir par la saisine du pôle Cold Case et les nouveaux enquêteurs qui ont tout repris depuis le début. On a parfaitement confiance en eux. Maintenant, on attend d'avoir des résultats, évidemment. Et je voudrais juste ajouter quelque chose au propos de Sylvaine. C'est vrai que sa prise de parole, elle a été mal comprise par moments. Faut voir que Sylvaine, elle a été dépossédée de son libre arbitre lors de ce viol, qui a été terrible pour elle. Et c'est une façon pour elle, aujourd'hui, de reprendre le contrôle des choses et de pouvoir être actrice de sa vie et de plus subir. Elle a subi pendant des années en pensant que l'enquête était bien faite, en attendant. Elle n'a jamais eu de réponse, et aujourd'hui, elle reprend les choses en main, et je pense que c'est indispensable pour sa reconstruction. Et c'est pour ça qu'elle est sur le plateau aujourd'hui. Et c'est évidemment extrêmement courageux. Et je pense qu'il faut l'entendre, et elle a toute sa place d'être parmi nous aujourd'hui. Et encore une fois, un grand merci pour votre courage. Pour finir, on va parler des autres victimes. Un mot, parce que vous aviez toutes le même profil, il faut aussi le dire. Il s'en est attaqué à des femmes jeunes, belles, en pleine activité. Et c'est à chaque fois le même type de femmes auxquelles il s'en est pris. Oui, c'est toujours un profil à peu près similaire, même si elles n'avaient pas forcément la même profession. Et voilà, mais je voudrais avoir un mot pour ces victimes avec qui j'ai pu m'entretenir, qui ont été quand même, abandonnés par la justice, on peut le dire. Hein. La plupart n'ont eu pratiquement jamais aucune nouvelle. De temps en temps, un courrier. Quand elles se rendaient au commissariat, elles n'avaient aucune information. Je pense à Sylvie, à qui on a dit qu'elle avait de la chance de ne pas avoir été violée, alors qu'elle garde des séquelles encore 20 ans après. À Cathy aussi, qui dit qu'elle retrouvera jamais son sommeil. Que cet homme a brisé complètement sa confiance. Donc voilà, ces victimes-là, l'affaire a quand même été classée par un non-lieu en 2018. Elle a été réouverte l'année dernière en juillet 2024, mais il y a eu un non-lieu par le tribunal, rendu par le tribunal de grâce, rendu en 2018. Donc c'est aussi à ces femmes-là qu'il faut penser aujourd'hui. Elles méritent de connaître la vérité. Et leur parole a été portée par vous, Sylvaine, par votre courage. Un grand merci d'avoir accepté de venir, de votre confiance, pour être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. Merci beaucoup, Maître. On va suivre évidemment ce dossier grâce à vous et grâce à votre travail, Jean, pour Le Progrès, et pour Marianne. Tout de suite, on va accueillir les grands témoins de la semaine. Et avec nos grands témoins de la semaine, nous allons revenir sur la condamnation mercredi de Maëlys Daubon, cette mère de famille de 53 ans qui a été condamnée pour avoir empoisonné ses propres enfants. Sa fille aînée en est décédée, Enea, et c'est pour cela qu'elle a été jugée cette semaine et condamnée. Maëlys Daubon, c'est une femme complexe. On va s'intéresser à ces femmes qui tuent leurs propres enfants. Mais d'abord, retour sur le tout début de ce procès avec la comédie jouée par une Maëlys Daubon qui a toujours refusé de reconnaître avoir
empoisonné sa fille. Mais Maëlys Daubon a toujours clamé son innocence, comme au premier jour de son procès, où elle prend la parole. On m'accuse de faits horribles. Rien au monde ne m'aurait fait commettre ces faits. Je suis dévastée par la mort de mon enfant. Mon chagrin est abyssal. Mon deuil est impossible. En fait, elle fait exactement ce qu'elle a fait depuis 16 ans, quoi. C'est-à-dire la commedia dell'arte. Et je suis une gentille maman, je n'ai rien fait. Elle se lève, elle fait semblant de tomber. Elle se tient, elle s'accroche à la barre, elle va chercher les pleurs. On est dans la représentation. Alors, ce qui m'affecte, c'est que moi, depuis 2009, c'est ça que je vis, en fait. Là, pendant 8 jours, on va la confronter à tous ses mensonges, à toute sa vie, et il n'y aura plus d'échappatoire. Okay. À la comédie jouée par Maëlys Daubon, condamnée à 30 ans. C'est un extrait d'un long reportage que vous allez découvrir ce soir sur 7 à 8 sur TF1, réalisé par Laura Donna. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à 7 à 8. Vous suivez cette affaire depuis le début. Vous avez couvert ces 10 jours d'audience. On vient de voir un extrait. Vous allez nous raconter qui est cette femme, parce qu'il y a un vrai mystère sur ces femmes capables de tuer leurs propres enfants. On va essayer d'y voir plus clair avec vous, Alain Bauer. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Professeur de criminologie au CNAM, auteur de nombreux ouvrages. Au bout de l'enquête, bien sûr, quand on adore les affaires criminelles, c'est la saison 3 chez First. Il y en a 2 autres, ça fait une trilogie pour Noël. C'est parfait. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, avant de rentrer même dans le cœur de cette affaire Maëlys Daubon, je voudrais votre ressenti sur cette femme. Vous l'avez vue. Qu'est-ce qu'elle dégage? À quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'elle dégage comme univers, comme sentiment? C'est une femme qui se présente, elle a des cheveux très très longs et on verra très peu son visage pendant ce procès. Déjà même quand elle est redressée, ses cheveux lui cachent le visage et elle va passer l'essentiel de l'audience complètement courbée. On voit à peine le sommet de son crâne qui dépasse du box. Donc c'est déjà une impression très curieuse. Elle garde son manteau en permanence. Elle se relève quelquefois quand elle va être confrontée à sa fille, quand elle va être confrontée avec son ex-mari. Et c'est quelqu'un qui s'exprime avec, ça lui a été beaucoup reproché dans différentes expertises, avec un certain théâtralisme. Elle est dans une forme un peu de complainte, on dirait qu'elle sanglote un peu, à tel point qu'un des avocats des parties civiles va lui demander si elle a une pathologie qui fait qu'elle a l'air de pleurer mais qu'aucune larme ne coule le long de ses joues. Voilà, donc c'était assez étonnant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'exprime avec un vocabulaire très recherché et qui a une certaine assurance, par exemple, face aux différents témoins, quand il s'agit de les questionner, de se défendre. Là, elle s'exprime très correctement et avec un certain aplomb. Donc, c'est des attitudes assez différentes au cours de l'audience. Femme très particulière, on va rappeler l'histoire. 13 novembre 2019, Maëlys Daubon va appeler les pompiers. Ils vont venir parce que sa fille, Enea, 18 ans, ne va pas bien. Quand ils arrivent, elle est en arrêt cardio-respiratoire. Elle va être transférée à l'hôpital. Elle va mourir quelques jours après. On va faire des analyses, évidemment, pour essayer de comprendre. Et là, on va découvrir un tas de substances toxicologiques dans son corps. Et c'est là où on va se dire que cette mort n'est pas une mort naturelle. Oui, tout à fait. On retrouve tout de suite une dose toxique de propranolol, donc il y a un bêta-bloquant, c'est un régulateur cardiaque, qui lui avait été prescrit plus d'1 an avant sa mort pour des migraines. Et ce médicament, quand on le prend à très haute dose, il est mortel, il provoque une crise cardiaque. Là, en l'occurrence, on a retrouvé 9 fois la dose thérapeutique dans le corps d'Enea. Et les autres analyses vont démontrer qu'elle n'a pas seulement ingéré cette dose mortelle ce jour-là, mais qu'elle a été surmédicamentée pendant de nombreuses années. On fait des analyses dans son sang et dans ses cheveux aussi, ce qui permet de remonter un peu plus en arrière. Et le tableau de la liste des médicaments est impressionnant. Un cocktail de somnifères, d'anxiolytiques, hypnotiques. Enfin, voilà, la surmédicamentation a vraiment été établie dans le cadre de cette jeune fille. Et elle est surmédicamentée par sa propre mère, qui lui invente des maladies. Alors on a beaucoup parlé pendant ce procès du syndrome de Munchausen par procuration. Alain Bauer, les mots compliqués, c'est pour vous. C'est quoi un syndrome de Munchausen par procuration sur Maëlys Daubon? D'abord, il faut revenir au Munchausen tout court. Ouais. Le Munchausen, c'est quand vous vous faites passer pour malade pour obtenir de la commisération des autres. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un délire au sens psychiatrique du terme, c'est une simulation factice, c'est je veux me faire plaindre. C'est le malade imaginaire, c'est d'ailleurs la seule référence qu'on trouve dans les communications scientifiques quand on déborde du médical vers le culturel, on dit en fait c'est le malade imaginaire. C'est l'hypocondriaque qui a peur de tout, donc de tomber malade, mais qui a en plus besoin de se faire plaindre.
Le Munchausen par procuration, c'est quand vous êtes dans cette situation, mais que vous utilisez quelqu'un d'autre pour obtenir de la commisération ou de l'attention. Et en général, dans 99% des cas, ce sont vos propres enfants que vous rendez malades pour obtenir l'attention des autres, la commisération, et surtout pour devenir un héros et surtout une héroïne. Non seulement c'est l'attention, mais c'est le fait d'apparaître soudain comme le sauveur ou la sauveteuse. Alors, on a un autre cas où les femmes apparaissent aussi souvent, c'est l'hybristophilie. Quand vous voulez sauver les condamnés, notamment les condamnés à mort, les condamnés des serial killers, de leur sort terrible, vous pensez tout d'un coup que vous êtes en capacité de le faire. Ceci est un secteur très majoritairement féminin, et donc le Munchausen. Il a été découvert en 1951 par un praticien britannique, le docteur Asher, et le Munchausen par procuration, il a fallu attendre un peu plus longtemps, 71, par un autre Britannique, un pédiatre, le docteur Meadows. Et depuis, c'est devenu un sujet récurrent de discussion, de dialogue, mais aussi de séries télévisées, de films ou de docu-fiction. Et ça nous ramène très bien, ce que vous dites, à la description qui est faite dans l'extrait qu'on a vu de 7 à 8. C'est cette comédie, cette affabulation qu'est capable de faire Maëlys Daubon sur sa vie. Elle raconte qu'elle a fait 150 métiers complètement imaginaires, et la manière dont elle va inventer ces maladies sur ses propres filles. Oui, en fait, le Enea, elle était sa fille aînée qui est morte. Elle était suivie pour une dépression. Donc ça, elle voyait des psychiatres, c'est établi, qui posaient un diagnostic et qui la soignaient pour ça. Ce que les parties civiles pensent, c'est que cette dépression, c'est chez cette jeune fille, en fait, elle était induite par sa mère, parce que l'autre nom du syndrome de Munchausen par procuration, c'est des troubles induits à autrui, voilà. Et elle dit que non, que sa fille souffrait d'une dépression parce que elle avait été victime de violences du père dans son enfance, puisque l'objectif de Maëlys Daubon, c'est selon l'accusation, c'est de nuire à son ex-mari en disant que c'est lui qui provoque tous ces troubles chez ses filles. Ex-mari dont elle a essayé d'organiser l'assassinat. Oui, elle était jugée pour ce délit connexe, c'est l'instigation à l'assassinat non suivi des faits. On lui reproche à la maison d'arrêt de Pau d'avoir proposé à l'une de ses codétenues, une fois qu'elle serait sortie, d'aller assassiner son ex-mari, de se débarrasser de son corps je crois, dans un étang qu'il y aurait eu sur sa propriété. Et elle a été également reconnue coupable de ces faits. Ce qui est intéressant aussi dans cette capacité d'affabulation, c'est l'emprise que ça peut générer. Parce qu'elle avait de l'emprise sur Enea, elle a de l'emprise aussi sur sa deuxième fille, Louane, qui elle aussi a été empoisonnée et qui pendant ce procès a soutenu sa mère contre son père. Elle a fait le choix de défendre Maëlys Daubon, sa maman. Oui, alors son père, donc, et l'accusation considère que cette jeune fille, elle est toujours sous l'emprise de sa mère. Elle, quand elle est arrivée pour témoigner à ce procès, elle est arrivée, c'était un moment très fort, elle est passée devant son père sans un regard. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 22 ans. Elle est étudiante. Et elle est arrivée dans un mélange avec un grand sourire en disant qu'elle était contente d'être là pour être entendue. En même temps, quand elle a vu sa mère, elle s'est mise tout de suite à pleurer. Ça fait 4 ans qu'elle l'a pas vue. Elle a interdiction d'être en contact avec sa mère. Et elle a tout de suite dit dans ses premières déclarations spontanées que elle avait fait le film 1000 fois dans sa tête, elle a refait le film 1000 fois dans sa tête, et qu'elle est certaine de l'innocence de sa mère. Et elle a tout de suite dit, je n'ai jamais été aliénée par ma mère, j'ai mon libre arbitre, j'ai toujours réfléchi par moi-même. Elle conteste être sous l'emprise de sa mère. Alors on peut évidemment pas juger la vie d'une jeune fille qui défend sa maman, mais sur l'aspect criminel de Maëlys Daubon, c'est-à-dire il y a cette affabulation, ce Munchausen dont vous nous parliez, cette capacité à avoir de l'emprise, à fomenter quand même une tentative d'assassinat de son mari. C'est un personnage complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on était en psychiatrie, ce qui n'est pas tout à fait mon domaine, mais qu'on aborde aussi en criminologie, on dirait que c'est un personnage manipulateur pervers. Mais il y a dans cette affaire quelque chose qui ressemble à une autre, qui est la capacité des enfants à défendre leurs parents quoi qu'il arrive. Et donc on appelle ça un autre syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est quand pris en otage, les otages eux-mêmes prennent la défense du preneur d'otages contre les autorités quand la prise d'otage dure suffisamment longtemps. Alors ça s'est fait à Stockholm il y a 50 ans, et depuis ça s'est généralisé, et chez les enfants particulièrement, jusqu'au bout du bout, il est très rare de les voir se rebeller contre leurs parents. Les seuls cas identifiés jusqu'à présent, c'est quand un parent a tué un autre parent et que les enfants sont en conflit de l'affection perdue par rapport à l'affection qu'ils souhaitent
conserver. Mais dans ce cas, vous êtes dans malheureusement un dispositif classique où jusqu'au bout, les enfants défendent leurs parents, même dans la pire des situations pour eux. On va essayer de comprendre avec vous qui sont ces mères qui s'en prennent à leurs enfants parce qu'il y a des précédents. Juste avant cela, je voudrais qu'on écoute Yannick Reverdy, l'ancien mari de Maëlys Daubon, qui se battait dans ce procès, qui attendait une vérité, celui contre lequel elle avait tenté cette tentative d'assassinat. On va écouter sa réaction à l'issue du verdict. Mais évidemment, je suis super ému, j'en tremble parce que je me dis qu'enfin dans ma vie il y a une justice, il y a quelque chose qui tourne. Il y a tellement eu de moments où j'ai cru que ça allait tourner et on était à 2 doigts de les sauver et c'est pas arrivé, et pas une fois. J'ai entendu la présidente le dire, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a eu des failles et là ce soir enfin la sanction elle est là quoi. Voilà, et je souhaite de tout cœur que moi je suis pas dans la haine quoi. Je suis un peu en colère contre Maëlys quand même. Mais je souhaite qu'elle se soigne, qu'elle aille mieux, qu'elle essaye d'avancer dans son parcours. Vous l'avez suivi pendant ces 10 jours de procès, c'est extrêmement fort ce qu'il dit là. C'est un homme qui a été brisé, qui s'est battu et qui est prêt finalement à pardonner à Maëlys, en tout cas qui dit il y a encore de la colère mais qui a envie que les choses bougent maintenant dans le sens positif. Oui, il y a eu un moment très fort pendant ce procès, c'est le moment où lui il a demandé à parler directement à son ex-épouse, ce que la présidente a autorisé. Là, elle s'est redressée, elle l'a regardé, et il lui a dit avec beaucoup d'émotion, il lui a rappelé un souvenir, en fait, lors de la naissance de leur fille Enea, qui est née prématurée à seulement 6 mois, c'était en Allemagne. Et il lui a rappelé que les infirmières, juste après la naissance d'Enea, leur avaient conseillé à tous les deux de partir en week-end pour prendre l'air, parce que c'était très dur d'être à côté de cette couveuse. Ils sont partis en week-end, donc il lui raconte tout ça à la barre. Tout de suite, arrivés à Hambourg, ils ont fait tout de suite demi-tour. Et là, il s'adresse à Maëlys Daubon et lui dit « Est-ce que tu te souviens pourquoi on a fait demi-tour ? Parce qu'on ne pouvait pas vivre sans elle. » Il lui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé pour que 24 ans plus tard, on soit là, tous les deux, ici ?» Et il lui a dit « Si tu as encore quelque chose au fond de toi, d'amour, je pense, dis-nous. » On a cru qu'il allait se passer quelque chose, et Maëlys Daubon a pris la parole et a répondu à son époux que malheureusement Enea avait fait un choix incompréhensible qui est celui du suicide. Et donc elle est restée sur cette thèse-là jusqu'au bout et elle n'a rien admis de plus à ce moment-là. Elle n'a rien reconnu, elle parle du suicide et pourtant elle est condamnée aujourd'hui, on verra si elle fait appel ou non, condamnée pour avoir empoisonné et tué ses propres enfants. C'est des profils, Alain, qui sont toujours extrêmement complexes. On se souvient tous de l'affaire Véronique Courgeot. Rappelons-nous, et je vais vous laisser nous la rappeler, on est en 2006 à Séoul, c'est un couple de Français expatriés. Oui, le mari ouvre le congélateur et il découvre des objets qui sont en fait des cadavres de nouveau-nés, s'interroge, informe la police. On est en Corée du Sud, il aurait pu n'en rien faire, et on découvre une série. Donc 2 puis d'autres, et donc c'est une des affaires de néonaticide, ça s'appelle comme ça, puisque c'est juste au moment où l'enfant naît qui apparaît. Alors c'est pas la seule, il y en a eu une série, l'année 2006-2007 ont été particulièrement meurtrières, puisqu'on a eu une apparition de quelques cas, un cas très important à Nivelles, avec 5 enfants. En 2003, il y en a eu 5 aussi. En 2013, à Ambérieu, 2. En 2010, à côté de Douai, 8. Et à Séoul, on en a eu 3. Donc ce sont des cas qui saisissent l'opinion, mais qui se manifestent par des épisodes. D'abord, c'est le déni de grossesse. Oui. Souvent, c'est le refus de la grossesse, l'apparition soudaine du bébé qu'on n'a pas voulu, dont on a décidé qu'on ne voulait pas croire qu'on l'avait, qui était masqué par des profils physiques parfois un peu compliqués, puis le refus de l'enfant, refus total, puis l'incapacité à s'en véritablement débarrasser, tout en trouvant des moyens de conservation, et l'attente désespérée que quelque chose se passe. Et il faut le savoir, les femmes sont en France, et dans le monde d'ailleurs, relativement peu criminelles, contrairement à une idée très répandue. C'est 15% des mis en cause, toutes catégories confondues, 10% des condamnations, 3%, un peu moins de 5% désormais, des mises en détention, 10 à 15% des auteurs ou autrices d'homicides, mais plus de 50%
des autrices d'homicides sur leurs propres enfants et encore plus sur les néonaticides. Donc on sent bien qu'il y a là une catégorie très particulière dans laquelle il y a un mélange et une apparition massive du fameux Munchausen par procuration ou pathomimie, puisque c'est le petit nom scientifique. Donc il y a là une spécificité féminine rare, puisque c'est le seul et unique item pénal dans lequel les femmes sont majoritaires. Puisqu'on est dans les statistiques, Maëlys Daubon, elle empoisonne. Les femmes empoisonneuses, c'est... Alors c'est 50-50. C'est une fausse idée. En fait, j'ai regardé les statistiques. J'avais la même idée que vous, et pendant longtemps, j'ai dit à peu près la même chose jusqu'au moment où, comme d'habitude, il faut toujours vérifier ce qu'on raconte. Et donc, je suis allé me pencher sur la statistique des modes opératoires utilisés pour les homicides avec auteur identifié. On en parlait avec Guillaume Fard tout à l'heure. Il faut bien aussi parler de ce qu'on sait sur le nombre de personnes qui sont identifiées, autrement ça veut rien dire. Et donc en fait, on est aux alentours de 50-50. Donc de ce point de vue-là, l'équilibre naturel est à peu près respecté. Elles n'empoisonnent pas plus que les autres. Par contre, elles tuent beaucoup plus leurs enfants que qui que ce soit. Est-ce qu'il y avait dans cette salle d'audience un climat particulier? Parce qu'il y a quelque chose de plus inacceptable. C'est bizarre comme phrase, mais une mère qui s'en prend à ses enfants, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans notre logique et dans notre raison. Il y avait une ambiance comme ça particulière dans le tribunal? L'ambiance particulière pendant cette audience, c'était vraiment au moment du témoignage de sa seconde fille, Louane, parce que c'était déchirant. Elle a perdu sa sœur, elle a dit à la barre qu'elle avait perdu son double. Elle rejette aujourd'hui complètement son père, donc elle n'a plus de père dans sa vie. Sa mère est en prison, elle n'a plus le droit d'avoir des contacts avec elle. Donc c'était vraiment elle, je trouve, qui a incarné la souffrance aussi de sa sœur. Et c'est ça qui était vraiment déchirant dans cette ambiance particulière. Quel que soit du point de vue où on se place, de côté défense ou côté accusation, la situation de cette jeune fille est terrible. Ça relève de quelque chose de quoi? D'insupportable, qui nous renvoie à nous-mêmes, une mère qui s'en prend à ses enfants? Bon, d'abord, n'importe quel meurtre d'enfant crée une émotion sans aucune mesure avec n'importe quel autre meurtre, homicide, et même en quantité. Un enfant, ça crée plus d'émotions que 4 ou 5 victimes plus adultes. Il y a un effet du refus que les très jeunes puissent être assassinés qui est très massivement présent dans la société, toute catégorie sociale, origine, culte confondue. Et ce problème est majeur. Je veux dire, voir un bébé mort, un enfant mort, voire même un cercueil d'enfants crée une émotion très particulière qu'on ne retrouve dans aucun autre cas. Deuxièmement, il y a l'idée que les parents ne peuvent pas tuer leurs enfants de la même manière qu'on refuse les parricides et les matricides, c'est-à-dire le fait que les enfants puissent tuer leurs parents. On considère que le lien du sang crée les conditions d'une sorte de garantie de survie, de protection, de liens extrêmement chaleureux. Et vous l'avez vu d'ailleurs pendant très longtemps sur les questions des féminicides, ou mari, femme, mais même des femmes qui tuent leurs propres époux alors même qu'elles sont battues, violées, agressées, soumises à des violences insupportables. Il a fallu une très longue évolution de la société pour admettre que des femmes puissent tuer leur mari quand c'est pas immédiatement légitime défense, c'est-à-dire juste au moment où elles se font battre. Vous vous rappelez l'affaire Sauvage, il a fallu une intervention quasiment du président de la République pour dire oui, en fin de compte, l'effet cumulatif doit aussi être pris en compte. Donc vraiment, le meurtre d'enfants est insupportable, il l'est dans toutes les catégories, il l'est encore plus quand c'est par leurs parents. Et on en retrouve des affaires de ce type, évidemment, Au bout de l'enquête, chez First, les 3 saisons. Merci beaucoup, Alain, pour toutes ces explications. Merci. Laura, donne un grand merci d'être venue sur le plateau d'Histoire criminelle. À partir de 18h, 7 à 8, sur TF1, pour retrouver votre long reportage consacré à ces 10 jours d'audience passionnants. Merci beaucoup de nous en avoir offert une petite exclusivité. Et puis, Histoire criminelle, un peu d'autopromo, allez, pendant qu'on y est. C'est aussi une émission que vous pouvez désormais retrouver en podcast sur toutes les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple, pour pouvoir avoir dans vos oreilles Histoire criminelle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires criminelles.